Sur une autoroute tranquille de Californie du Nord en 1977, une jeune femme de 20 ans nommée Colleen Stan a accepté de monter dans ce qui semblait être la voiture la plus sûre possible sur la route, celle d'un jeune couple avec un bébé sur la banquette arrière. C'était une décision qui semblait raisonnable, voire responsable. Mais quelques minutes plus tard, elle était bâillonnée, les yeux bandés et scellée à l'intérieur d'une boîte en bois. Elle restera prisonnière pendant 7 ans, gardée sous le lit de son ravisseur comme un objet, son identité effacée, sortie uniquement pour être torturée, menacée et contrôlée. C'est l'une des affaires d'enlèvement les plus troublantes, complexes et psychologiquement choquantes de l'histoire américaine. L'histoire de Colleen Stan, la femme que le monde connaîtra plus tard sous le nom de « la fille dans la boîte ». Avant d'aller plus loin, merci de cliquer sur « J'aime », « Like » pour que plus de gens puissent voir cette affaire, et abonnez-vous à la chaîne avec toutes les notifications activées pour ne jamais manquer une enquête sur une affaire de true crime ou une affaire classée. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, votre soutien aide à garder ces histoires vivantes. C'était le matin du 19 mai 1977. Colleen Stan, 20 ans, se tenait sur le bord de la route à Eugene, Oregon, le pouce levé. C'était une autostoppeuse expérimentée, et dans les années 1970 post-Summer of Love, c'était un moyen de voyager courant, presque banal. Ce n'était pas encore considéré comme le pari de vie ou de mort que cela deviendrait plus tard. Colleen avait un plan simple, faire de l'autostop vers le sud jusqu'en Californie du Nord pour la fête d'anniversaire de son ami. Elle était prudente. Elle faisait confiance à son instinct. Elle avait déjà laissé passer 2 voitures, une camionnette pleine d'hommes, un conducteur solitaire qui ne lui inspirait pas confiance. Elle attendait la bonne, la sûre. Puis, une petite Dodge Colt bleue s'est arrêtée. À l'intérieur se trouvaient Cameron et Janice Hooker. C'était un jeune couple marié, tous deux au début de la vingtaine, polis, souriants et apparemment normaux. Et sur la banquette arrière, dormant paisiblement dans un couffin, se trouvait leur petite fille. Ce seul détail, la présence d'un bébé, agissait comme un symbole universel de sécurité. Colleen sentit sa méfiance fondre. Un couple avec un bébé, pensa-t-elle. Rien ne peut mal tourner avec des gens comme ça. Elle sourit, les remercia et monta sur le siège avant. Les portes se sont fermées, la voiture est retournée sur l'autoroute, sans le savoir, la liberté de Colleen Stan a pris fin. La première heure de route fut parfaitement agréable. Ils roulaient vers le sud sur l'Interstate 5, le paysage des forêts de l'Oregon défilant. Ils eurent une conversation banale d'où elle venait, où elle allait. Colleen se détendit, sentant qu'elle avait fait le bon choix. Mais alors qu'ils approchaient de la ville de Red Bluff, en Californie, Cameron Hooker, sans avertissement, quitta l'autoroute principale. Il s'engagea sur un chemin de terre étroit et isolé, les pneus crissant sur le gravier tandis que la voiture soulevait un nuage de poussière. Les arbres épais se refermèrent autour d'eux, bloquant le soleil. Le cœur de Colleen commença à battre la chamade. Elle demanda où ils allaient. Cameron répondit nonchalamment qu'il voulait explorer une route secondaire, peut-être trouver une cascade pittoresque dont il avait entendu parler. Le changement d'atmosphère fut immédiat, les bavardages amicaux cessèrent. Tout devint soudainement calme, tendu et profondément anormal. Avant que Colleen ne puisse pleinement réaliser le danger, avant même qu'elle ne puisse atteindre la poignée de la portière, Cameron arrêta la voiture dans une clairière isolée. Il se tourna vers elle, son visage n'étant plus souriant. En un instant, il lui mit un couteau sous la gorge. Il lui dit de ne pas crier. Simultanément, Janice, depuis la banquette arrière, tenait un tissu sur son propre visage, un signal, comme Colleen le réalisera plus tard, pour ce qui allait suivre. Cameron la saisit. Il lui enfonça la tête dans un étrange et lourd appareil en bois qu'il avait clairement construit lui-même, une boîte crânienne, Headbox. C'était un engin rudimentaire, semblable à un casque, conçu pour réduire au silence, immobiliser et aveugler sa victime. Au moment où il fut verrouillé autour de sa tête, Colleen fut plongée dans l'obscurité et le silence total, capable d'entendre seulement sa propre respiration étouffée et paniquée. Elle était piégée. Pendant les 7 années suivantes, elle ne reverrait que rarement la lumière du jour. Les Hooker l'emmenèrent chez eux à Red Bluff, un mobil-home à l'allure modeste, totalement inoffensif de l'extérieur. Mais à l'intérieur de cette maison, le mariage de Cameron et Janice était construit sur une base de contrôle, de sadisme et de fantasmes sombres et tordus. Cameron Hooker rêvait depuis longtemps de posséder ou littéralement posséder une esclave humaine. C'était un prédateur profondément perturbé, et il avait passé des années à briser émotionnellement et à manipuler sa jeune femme, Janice, pour qu'elle accepte et participe même à ses fantasmes.
Avant Colin, Janice elle-même avait été la principale victime de la violence de Cameron, vivant dans la terreur de lui. L'arrivée de Colin n'était pas le début du sadisme de Cameron, c'était simplement la phase suivante. Elle devint la nouvelle cible dédiée à ses désirs. Ils conduisirent Colin, les yeux bandés et terrifiés, dans la maison. Ils l'emmenèrent dans le petit espace qui leur servait de sous-sol. Cameron lui lia les bras. Il la déshabilla, l'enchaîna aux poutres du plafond, pendant des heures, la soumit à un rituel de torture horrible. Il la battit, la fouetta et lui administra des chocs électriques, tout cela pendant que Janice était forcée de regarder. Quand il eut enfin terminé, il l'enferma dans une autre de ses constructions, la boîte. C'était une structure en contreplaqué ressemblant à un cercueil, à peine assez grande pour que Colin puisse s'y recroqueviller en position fétale. Elle était conçue pour être hermétique, insonorisée et impossible à ouvrir de l'intérieur. Ensuite, lui et Janice firent glisser la lourde boîte dans l'espace sombre et vide sous leur lit à eau. Cela allait devenir sa prison. Pendant des jours, des mois, des années. Pour comprendre l'horreur psychologique de cette captivité, il faut comprendre la boîte elle-même. Elle était intentionnellement conçue non seulement pour contraindre son corps, mais pour briser son esprit. À l'intérieur, il faisait noir, toujours. Il y faisait chaud, c'était suffocant. Durant les mois d'été étouffants de Red Bluff, les températures à l'intérieur de la boîte dépassaient largement les 38 degrés Celsius, 100 degrés Fahrenheit. Colin gisait dans sa propre sueur, développant des plaies, à peine capable de bouger, respirant un air chaud et vicié à travers un minuscule évent primitif. On lui donnait un bassin de lit pour ses besoins. Elle recevait un petit repas par jour. Pendant des heures et des heures, parfois 23 heures d'affilée, Colin restait piégée dans cette tombe vivante. Elle était directement sous le lit des hookers. Elle pouvait les entendre dormir, les entendre parler, les entendre vivre leur vie, entendre le cadre du lit grincer au-dessus de sa tête, tout cela sans qu'ils ne reconnaissent jamais l'être humain vivant, respirant, caché à quelques centimètres sous leur plancher. Le dommage psychologique d'être traité non pas comme une personne, mais comme un objet, une chose secrète, était inimaginable. Et pourtant, Cameron voulait plus que le simple contrôle physique. Il devait posséder son esprit. Pour s'assurer que Colin n'essaierait jamais de s'échapper, même si elle en trouvait l'occasion, il a conçu un mensonge élaboré et terrifiant. Il l'a convaincu qu'il faisait partie d'une organisation invisible, puissante et obscure appelée la Compagnie. Il lui a dit que la Compagnie était une société secrète qui s'occupait de trafic d'êtres humains et qu'il la possédait désormais. Il l'a averti qu'ils avaient des agents partout, la surveillant à tout moment. Si elle essayait de s'enfuir, la Compagnie la retrouverait, la torturerait bien pire que lui ne l'avait jamais fait, puis assassinerait toute sa famille. Pour une jeune femme déjà épuisée, terrifiée, souffrant constamment et complètement isolée de la réalité, cette menace semblait terriblement réelle. Il avait brisé son lien avec le monde, et maintenant il le remplaçait par sa propre fiction sombre. En quelques mois, elle cessa de se battre. La peur de ce qui pourrait arriver à sa famille était plus grande que la réalité de ce qui lui arrivait. La peur est devenue obéissance. Alors que son contrôle se solidifiait, Cameron commença à autoriser Colin à sortir de la boîte pour de plus longues périodes, mais seulement pour du travail, et toujours sous son contrôle total. Il lui donna même un nouveau nom, K. Il la forçait à couper du bois, à creuser des trous et à construire d'autres structures sur sa propriété. Elle devint son esclave de nom et de fait. Certains jours, il la faisait défiler dans le jardin avec une laisse autour du cou, la forçant à travailler pendant qu'il regardait, une arme souvent visible à sa ceinture. Les voisins la voyaient. Ils voyaient la femme silencieuse et mince travailler dans le jardin. Mais personne ne comprenait ce qu'ils regardaient. Elle apparaissait comme une aide timide et silencieuse, étrangement docile, ne croisant jamais le regard, ne parlant jamais sauf si on lui adressait la parole. Ils n'ont jamais imaginé qu'elle était une femme kidnappée et détenue comme une propriété. Imaginez la scène. Colin, pieds nus dans la terre, vêtue de haillons, coupant silencieusement du bois sous le regard impassible de Cameron Hooker. Janice se tenant à proximité, tenant son bébé, prétendant ne pas voir l'horreur se dérouler à quelques mètres de là. Les oiseaux chantant au-dessus, le soleil brillant, les sons d'un après-midi californien normal masquant la profonde brutalité qui avait lieu. À l'intérieur de la boîte, son monde s'est rétréci à l'obscurité et à la chaleur. Elle mémorisait chaque son au-dessus d'elle. Le schéma des pas. Le son de leur voix. Les grincements du cadre de lit. Ces sons sont devenus sa seule horloge, son seul calendrier. Elle comptait les jours au rythme de la vie vécue juste au-dessus de sa prison.
Les mois se sont transformés en une année. Une année s'est transformée en 2. Puis 3. En 1981, 4 ans après l'enlèvement, Cameron a poussé la manipulation psychologique encore plus loin. Il voulait officialiser son esclavage. Il a forcé Colleen à signer un contrat d'esclave, détaillé et terrifiant, rédigé dans un langage quasi juridique et formel. Le document déclarait qu'elle, désormais connue sous le nom de K, se donnait volontairement à lui comme propriété, corps et âme, pour le reste de sa vie. C'était, bien sûr, juridiquement vide de sens. Mais pour Colleen, c'était psychologiquement dévastateur. Elle croyait que c'était un vrai contrat, et elle croyait que la compagnie le ferait respecter. Dans son esprit, l'évasion n'était plus une option. Elle n'était plus Colleen Stan, elle était K, une esclave. Étonnamment, à un moment donné, le contrôle de Cameron est devenu si absolu qu'il a décidé d'en tester les limites. Il a autorisé Colleen à rendre visite à sa famille. Sous des règles strictes et avec des menaces terrifiantes, il l'a conduite jusqu'en Oregon. Elle est entrée dans la maison de ses parents, une personne qu'il n'avait pas vue depuis des années. Elle avait terriblement maigri, était pâle et étrangement silencieuse, mais elle était vivante. Sa famille était folle de joie, soulagée, mais aussi profondément confuse. Elle semblait nerveuse, sur ses gardes, ses yeux balayant constamment la pièce. Elle n'a jamais révélé ce qui lui arrivait. Les menaces de la compagnie résonnaient dans son esprit. Sa famille posait des questions. Où avait-elle été? Qui était cet homme, Cameron, qu'elle présentait comme son petit ami? Elle donnait des réponses vagues, répétées, sur le fait d'avoir trouvé une nouvelle vie, un nouveau groupe. Elle n'a pas demandé d'aide et ne le pouvait pas. Sa famille, déconcertée et inquiète, a émis l'hypothèse qu'elle avait rejoint un groupe religieux strict, une secte, ou était simplement tombée dans une relation profondément contrôlante. Il n'avait aucun cadre pour comprendre la vérité. Après la courte visite, Cameron l'a ramenée en Californie. Sa meilleure chance de sauvetage était venue et repartie. L'emprise psychologique était absolue. Des années plus tard, même les détectives chevronnés qui ont travaillé sur l'affaire admettront, ils ont brisé son esprit bien avant de briser ses os. Mais au début des années 1980, la dynamique sombre de la maison de Red Bluff a commencé à changer. Janice Hooker avait longtemps été complice des abus. C'était elle qui livrait les maigres repas de Colleen, elle assistait à la torture, elle aidait à maintenir le mensonge de la compagnie. Mais Janice elle-même était piégée dans la toile de contrôle de Cameron depuis des années, et le poids inimaginable de sa culpabilité, combiné à son propre traumatisme, a commencé à fissurer son obéissance. Cameron devenait plus erratique, ses fantasmes plus violents. Il a commencé à parler d'obtenir une nouvelle esclave, une deuxième. Janice est devenue terrifiée. Elle craignait que la prochaine étape de Cameron soit de tuer Colleen pour faire de la place à une nouvelle victime, ou pire, qu'il ne finisse par la tuer, elle, pour la réduire au silence. Pour la première fois, Janice a commencé à voir Colleen non pas comme une rivale, mais comme une autre victime. Elle a commencé à remettre en question la cruauté de Cameron, par de petits actes de défi qui l'exaspéraient. Puis, en août 1984, 7 ans après que Colleen ait été enfermée pour la première fois dans la boîte, Janice a fait quelque chose d'impensable. Elle a trouvé un moment seul avec Colleen. Et elle lui a dit la vérité. Elle lui a dit que la compagnie n'était pas réelle. Elle lui a expliqué que toute l'histoire où les agents, la surveillance, les menaces avaient été un mensonge. C'était une arme psychologique que Cameron avait inventée pour les contrôler toutes les deux. Pour Colleen, c'était comme si le monde entier avait été réinitialisé. Le sol s'est dérobé sous ses pieds. Cette année de peur paralysante, le fondement même de sa captivité, se sont effondrés dans une clarté soudaine et choquante. Tout était un mensonge. Il n'était qu'un seul homme. Et pour la première fois en 2557 jours, elle vit un chemin vers l'évasion. Quelques jours plus tard, Cameron est parti pour son travail à la scierie. Dès que la porte s'est fermée, Janice s'est approchée doucement de Colleen. « Tu dois partir, dit-elle. Il va nous tuer toutes les deux. » Elle donna à Colleen de l'argent pour le bus et des instructions sur la façon de se rendre à la gare sans être vue. Tremblante mais déterminée, Colleen Stan a franchi la porte d'entrée de cette maison. Elle est sortie à la lumière vive du soleil, son premier pas non surveillé vers la liberté en 7 ans. Elle est montée dans un bus, a parcouru 300 miles, 480 km, vers le nord et est retournée chez ses parents en Oregon. Elle était libre. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Quand Colleen est arrivée à la maison, sa famille pouvait à peine en croire ses yeux. C'était comme si un fantôme avait franchi la porte. Mais Colleen, incroyablement,
n'a pas contacté la police immédiatement. Son corps était libre, mais son esprit était encore profondément conditionné. Elle était terrifiée que Cameron la retrouve, ou que la compagnie, même en sachant que c'était faux, puisse toujours être réelle. Les chaînes psychologiques étaient plus difficiles à briser que les chaînes physiques. Cela a pris des mois. Des mois de décompression lente et angoissante. Des mois pendant lesquels sa famille l'a doucement soutenue, avant qu'elle ne réalise pleinement la vérité. Cameron Hooker n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Et à la fin, c'est Janice, et non Colin, qui a finalement contacté les autorités. Craignant pour sa propre vie, Janice est allée à la police et a tout avoué. Elle leur a raconté toute l'histoire, de l'enlèvement à la boîte, la torture et les mensonges. Lorsque les enquêteurs ont entendu les aveux de Janice, ils ont été stupéfaits. C'était une histoire si horrible, si hors norme, qu'elle était presque incroyable. Colin Stan avait survécu à l'un des enlèvements les plus longs et les plus brutaux de l'histoire des États-Unis, et elle avait vécu pour raconter l'histoire. La police a perquisitionné le mobile-home des Hooker. Ils ont trouvé la boîte en forme de cercueil exactement là où Janice avait dit qu'elle serait, sous le lit. Ils ont trouvé des entraves, des instruments de torture, des fouets, des poulies, des photographies troublantes, le contrat d'esclaves et les notes manuscrites détaillées de Cameron documentant ses fantasmes de construire un réseau d'esclaves. Les preuves étaient accablantes. En 1985, la police a arrêté Cameron Hooker. Le procès a fait sensation dans les médias. Colin Stan a témoigné à la barre, avec des détails angoissants et minutieux, a parlé de sa captivité. Elle parlait calmement, clairement et avec un courage inimaginable qui a stupéfié la salle d'audience. Elle a décrit la boîte, la torture, la compagnie et la destruction psychologique. Les jurés pleuraient ouvertement. Les journalistes chevronnés avaient du mal à décrire l'horreur sans verser dans le sensationnalisme. La défense de Cameron a tenté de plaider l'impensable, que Colin était consentante. Qu'elle était une participante volontaire à une relation BDSM et qu'elle était restée volontairement. Mais 7 ans d'abus documentés, l'existence de la boîte, les témoignages psychologiques et les preuves matérielles rendaient cet argument impossible. Le jury a déclaré Cameron Hooker coupable de multiples chefs d'accusation d'enlèvement, de viol et d'agression sexuelle. Il a été condamné à 104 ans de prison. Janice Hooker, en échange de son témoignage accablant contre son mari, a reçu l'immunité totale des poursuites. Des années plus tard, les détectives, les psychologues et les profilés du FBI étudieront le cas de Colin pour comprendre les mécanismes du contrôle coercitif, du lien traumatique et de la captivité psychologique. C'est devenu un cas d'école de ce qui est souvent mal compris comme le syndrome de Stockholm. Un cas qui démontre comment une victime peut paraître docile, voire amicale, tout en étant totalement emprisonnée. Cela montre comment l'esprit peut être une prison plus efficace que n'importe quelle porte verrouillée. Colin Stan n'a jamais disparu. Elle a été volée, cachée et torturée, mais elle a survécu. Son histoire est l'un des chapitres les plus sombres du true crime, mais c'est, au final, une histoire de survie. L'affaire Colin Stan nous oblige à affronter une vérité inconfortable. La captivité n'est pas toujours faite de chaînes et de portes verrouillées. Parfois, c'est la peur, la manipulation et des mensonges assez forts pour piéger une personne à la vue de tous pendant des années. La résilience de Colin, son courage de témoigner et sa capacité à reprendre sa vie en main témoignent de l'endurance de l'esprit humain, un rappel que même dans les endroits les plus sombres et les plus suffocants, la survie est possible. Que pensez-vous de cette affaire et de la psychologie complexe de la survie? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, mais veuillez rester respectueux envers Colin et sa famille. Si vous voulez plus de documentaires true crime comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager pour que plus de gens puissent découvrir ces histoires, car comprendre le passé aide à protéger l'avenir.